Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Connaissez-vous la Matésine ? Ce territoire situé à la frontière des Hautes-Alpes regorge de trésors, des lacs, des montagnes, des spécialités gastronomiques. Et pour connaître davantage ce territoire, il y a un endroit situé au centre de Namur, c'est le musée Mathesin. Le musée Mathesin raconte toute l'histoire de ce territoire aux multiples facettes qui, depuis plus de 200 ans, attire des milliers de touristes. Nous sommes actuellement avec Guillaume Benoît, qui est le directeur de ce musée. Bonjour Guillaume. Donc le musée Mathesin couvre un large territoire qui n'est pas circonscrit au canton de Namur, puisque les collections que nous présentons concernent le territoire du Beaumont et du Pays de Corps, ainsi que du canton de Valbonnet. Les trésors que vous évoquez, on peut en citer quelques-uns, déjà des collections archéologiques qui attestent une présence humaine sur le plateau mathésin depuis l'époque préhistorique, depuis le néolithique. Puis nous avons des vestiges de l'époque gallo-romaine, quelques vestiges du Moyen-Âge bien entendu. Et puis ensuite, nous abordons la question des guerres de religion, puisque pour comprendre la physionomie de la Namur actuelle, il faut considérer un siège qui a eu lieu en 1580, un siège important, à l'époque où la ville était protestante et défendue par un certain Lesdiguières, un siège qui a été fatal à toute la ville, qui a été entièrement détruite à ce moment-là. Il ne restait que très très peu de vestiges, dont une tour médiévale qui se trouve être aujourd'hui une partie du musée Mathesin. Le musée Mathesin, c'est pour la ville de Namur le plus vieil ensemble architectural encore en élévation. La ville a été reconstruite au XVIIe siècle, mais on a quasiment perdu tout notre patrimoine médiéval, à l'exception de cette tour qui constitue une partie du musée municipal, du musée Mathesin. Nous avons des salles sur les métiers traditionnels, une salle sur la mine, bien entendu, une salle sur le monde rural, que ce soit l'élevage ou encore les récoltes, la culture. Une salle aborde aussi le colportage, qui est une économie importante pour les paysans qui, l'hiver venu, devaient parcourir les routes pour vendre une marchandise qu'ils créaient ou qu'ils récoltaient, puis par la suite qu'ils ont pu acquérir auprès de grossistes. La salle suivante concerne l'histoire de Namur au XIXe siècle, sans oublier la ganterie, puisque Grenoble était une ville de gantiers grâce à quelques Mathésins, je pense à la famille Perrin. Et donc le musée présente un résumé de cette industrie gantière qui était importante jusqu'aux années 60. Le musée aborde l'histoire de Namur sous la Troisième République, avec notamment un maire emblématique à qui nous devons l'hôtel de ville, l'hôpital, les écoles, la gare, l'énergie électrique, l'eau courante dans les maisons, etc., etc. Et puis une large partie est consacrée aux artistes régionaux. Je pense par exemple à Claude Garanjou, qui était le premier peintre à exposer à la Maison de la Culture à Grenoble en 1970, peintre dont quelques tableaux sont conservés au musée de Grenoble, et qui était donc originaire de Namur par l'intermédiaire de sa mère qui était institutrice. Nous avons aussi une salle qui est consacrée à Olivier Messiaen, le fameux compositeur qui avait élu domicile au bord du lac de Laffray dès les années 30 jusqu'à quelques mois avant sa mort. Il est mort en 1992, mais il a encore passé un été chez nous en 1991. Et Olivier Messiaen repose dans le cimetière de Saint-Théophray, non loin de l'église. Et la visite du musée se conclut sur la découverte de ce compositeur qui est très méconnu. Vous avez parlé des salles, mais il y a des objets emblématiques dans ce musée. Vous pouvez nous en parler ? Je pense à une paire de vases gallo-romains qui ont été trouvés intacts à Entraigues, dans le hameau du Villard. C'est un hameau assez reculé. On a du mal à imaginer qu'une population gallo-romaine ait pu s'établir dans une contrée aussi éloignée des grands axes de circulation de cette époque-là. Ce sont deux vases en terre cuite sigillés, vernissés, qui ont été trouvés lors d'un chantier qui concernait le percement de canaux d'irrigation. Et ces vases ont été trouvés intacts et immédiatement confiés au musée dauphinois pour études et analyse. Ça fait partie peut-être des œuvres les plus remarquables quand on voit l'état de conservation. Les vases sont intacts, ce ne sont pas des fragments. Je pense que ce sont peut-être les pièces les plus précieuses de nos collections. Je pense aussi à une très belle maquette de ferme qui illustre un peu l'habitat rural de nos contrées. Une très belle maquette qui reproduit une ferme de la Valette
qui est un petit hameau perché au sommet du col de Malisol lorsque vous prenez la destination de la vallée de la Roisonne. Et puis nous avons une très belle calèche, une calèche qui servait au colportage, qui nous vient du hameau de Valjouffray. Et cette calèche qui date des années 1910 servait à colporter de la toile et d'autres objets manufacturés afin que ce paysan qui était colporteur puisse continuer d'avoir des revenus au creux de la saison basse, en l'occurrence en plein hiver. Il y a forcément des œuvres de Robert Ibanez qui était un mineur sculpteur. Robert Ibanez était un artiste mineur au jour, c'est-à-dire en plein air, et qui consacrait une grande partie de son temps libre à glaner des morceaux de ferraille et à les tordre et les assembler pour créer des personnages, des scénettes. Et il a ainsi composé dans son garage le puits de la mine du Villaret à Suville, une œuvre assez gigantesque qu'il a mis 2 ans à concevoir, sans plan, juste de mémoire. Et cette réplique miniature du puits du Villaret, au pied duquel il a passé une bonne partie de sa carrière, trône au centre de la salle dédiée aux mines de Lamure. Et Robert Ibanez, ça reste un artiste emblématique de ce territoire, qui a donc compté d'autres artistes, je les ai évoqués tout à l'heure, mais celui-ci, il est cher au cœur de beaucoup de Mathézins. Alors, comment vous les avez recueillis, tous ces objets? L'histoire de ce musée est liée étroitement à celle du musée dauphinois, puisque le musée qui a été inauguré en 1994 a été conçu avec les équipes du musée dauphinois, qui ont déplacé beaucoup d'œuvres qui étaient conservées dans les réserves de ce musée isérois, et ces collections sont le fruit de découvertes fortuites, je pense aux découvertes archéologiques. Et puis, à l'instar d'Hippolyte Muller, d'autres Mathézins ont eu à cœur de glaner des outils, des machines. Et petit à petit, avec le renfort des amis du musée qui ont été réunis en association à partir de 1978, on a reçu beaucoup de dons, d'attelages, mais aussi des œuvres d'art, des photographies. Et tout cela constitue un fonds que nous enrichissons en permanence. Par exemple, nous avons récupéré ces derniers temps beaucoup de clichés, des clichés anciens, que ce soit de la Mathézine, que ce soit de la station de la Morte en particulier. Ce sont essentiellement des dons, et puis quelques acquisitions au gré des opportunités, sans parler de donations. J'évoquais Claude Garanjou tout à l'heure. L'épouse du peintre nous a fait un don important il y a maintenant une bonne douzaine d'années. Cette année, le musée donc inaugure une autre exposition temporaire, celle-ci, sur l'histoire du tourisme en Mathézine. Vous pouvez nous en parler? Cette exposition s'appelle Bon baiser de Lamure, souvenirs de vacances en Mathézine. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de retracer un peu une histoire touristique du plateau, alors du plateau au sens large, hein, j'intègre le Val-Bonnet et le Beaumont. Et il est vrai que si on regarde les choses de près, il y a la coïncidence des années 1840 qui réunissent 3 événements qui, à mon sens, sont un peu la genèse de l'histoire du tourisme en Mathézine. La première date, c'est 1838, c'est les publications de Mémoires d'un touriste de Stendhal, qui vient à Laffrey se faire raconter la rencontre dont beaucoup de paysans de Laffrey ont été témoins, rencontre entre Napoléon et les troupes royales venues l'arrêter dans ce coin du Dauphiné. La deuxième date à laquelle je pense, c'est 1846, l'apparition de la Vierge de la Salette, qui va générer la construction d'une basilique et lancer un pèlerinage important. Et puis la troisième date, c'est 1849, si je ne me trompe pas, c'est la publication du guide du baigneur des thermes de la Motte-les-Bains, grand centre thermal, interrompu hélas en 1928, mais qui a aussi généré une fréquentation de la part d'une population qui avait à cœur de prendre les eaux dans un cadre alpin confortable. Et ces 3 destinations coïncident à peu près dans la même période historique et vont bénéficier de l'apport de quelque chose qui sera considérable pour l'économie du plateau. C'est l'avènement du chemin de fer de la Mure en 1888. Des pèlerins, et non des moindres, vont prendre le train pour aller à la Salette. En attendant que le train desserve la ville de Corps, les gens descendaient à la Mure. Je pense par exemple à Huysmans ou son ancien camarade Léon Blois qui ont pris le train, qui ont témoigné par écrit de leur effroi et de leur fascination par ce chemin de fer. Les gens qui venaient prendre les eaux à la Motte-les-Bains bénéficiaient d'une gare spéciale pour descendre au Vivier, à la Motte-Saint-Martin. Et puis, pour ce qui est de Napoléon, dont la statue n'est pas venue par le chemin de fer de la Mure, lui, il a pris un autre train. Napoléon, nous pouvions le découvrir ou arpenter la prairie par la fameuse route Napoléon qui parfois croisait le chemin de fer. Mais les curistes de la Motte-les-Bains pouvaient bénéficier de visites de la prairie de la Rencontre grâce à un réseau de calèches qui était mis en place pour que les
les gens qui allaient ou manger au restaurant ou prendre les eaux puissent aller se distraire au bord du Grand Lac pour voir la prairie, puis la statue équestre qui va arriver à partir de 1929. Et puis la Société des touristes du Dauphiné va investir le village de la Morte avec un premier chalet-refuge en 1875. Et c'est l'amorce de l'intérêt alpin pour la Matésine, avec une destination qui va aussi générer beaucoup de fréquentation étrangère. C'est le refuge de Fonturba, au fin fond du Val-Jouffray, au pied de l'Olan. Et là, nous avons beaucoup de témoignages écrits et photographiques de ces gens qui viennent découvrir notre région. Et je pense à un personnage aussi qui a eu un rôle majeur. Il était grenoblois, mais de naissance muroise. C'était Marcel Raymond, et qui crée au sein de l'Université de Grenoble une sorte d'amicale des étudiants étrangers. Et Marcel Raymond emmène ses étudiants, d'abord italiens et allemands, sur les bords du lac de la Fraye, pour leur faire découvrir ce panorama constitué de 3 lacs, voire 4 si on compte le lac Mort, avec l'Aubiou en ligne de mire. Tous ces personnages, que ce soit la STD, que ce soit Marcel Raymond, vont amorcer, pour un public assez choisi, il faut le reconnaître, une forme de tourisme en Matésine. Et petit à petit, les Matézins, les Murois vont prendre les choses en main. Les premiers syndicats d'initiative naissent respectivement à la Mure en 1913, puis c'est La Fraye, la Motte d'Aveillant, Notre-Dame-de-Vaux. Il y a eu aussi bien entendu Valbonnet et Corps. Et puis après la Première Guerre mondiale, qui a favorisé l'apport du ski au sein de l'armée française, on va commencer à avoir des ski clubs. Et la Morte va ainsi devenir, en 1938, une station qui est comparée dans la presse à Megève ou Villard-de-Lans. Et il faudra vraiment attendre les années 60-70 pour qu'on ait une très forte implication des pouvoirs publics dans le tourisme. Et cette implication pour le développement touristique est née d'une annonce qui va avoir un effet terrible en Matésine, c'est la fermeture des mines de la Mure. Et les pouvoirs publics se mobilisent pour décider que si on veut amorcer une reconversion touristique et économique, il faut que le territoire se dote d'infrastructures afin de séduire les cadres des entreprises que nous pourrions viser. Les entreprises à l'époque, c'était Alibert par exemple, c'était la Dinac, c'était Aseptogil, une usine de dentifrice. Et donc, on décide de développer les stations de sport d'hiver avec plus ou moins de succès. Je pense à la station de Saint-Honoré 1500 qui n'aura pas le développement escompté. On développe les lacs, je pense au lac de Savel qui est créé en 1962. On développe les campings, on développe les villages de vacances, on a des communications communes avec nos voisins du Trièves. Et donc ainsi s'amorce une économie touristique dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. J'avais aussi à cœur de rappeler que même si les Matézins ne partaient pas forcément beaucoup en vacances, ils avaient à cœur l'été d'organiser des défilés, des fêtes. Et donc nous avons la chance au musée d'avoir des films en couleur, des fêtes qui avaient lieu dans les années 50-60 avec des défilés, des chars. Il y avait un vrai élan de fêtes collectives auquel était associé bien volontiers le public touristique qui venait séjourner ici. Et ce public touristique était bien souvent constitué aussi de colonies de vacances. Les grandes sociétés type la RATP, la Poste, la Régie Renault, localement Nerpic ou Kuhlmann ou Valisère ou encore la ville de Saint-Martin-d'Air envoyaient les enfants du comité d'entreprise ou encore des clubs de vacances chez nous en Matésine, que ce soit à Nantes-en-Ratier, que ce soit à la Morte bien entendu, que ce soit à Val-Jouffray, que ce soit à la Mure, que ce soit dans le château de la Motte Saint-Martin. Les enfants des chantiers navals de la Seine-sur-Mer ont découvert la montagne dans ce magnifique château. Et donc, les années 50-60, c'est l'âge d'or de ces colonies de vacances où nous avons donné le goût à la montagne à toute une génération d'enfants qui venaient de Locmiquélic ou de Corse dans certains cas, sachant que les petits Matézins, eux, bénéficiaient aussi de colonies de vacances par le biais du CE des Houillères, le CE de la Mine. Et les petits Matézins, eux, partaient du côté de Saint-Gildas-de-Rhuys en Bretagne ou encore à Hyères, dans le fameux club Mine Rose qui enchante encore aujourd'hui les souvenirs de beaucoup d'anciens des mines. Alors c'est une expo vraiment très intéressante qui nous permet de découvrir le territoire et qui nous invite à passer, qu'on soit isérois ou d'ailleurs, quelques jours ou quelques semaines à la Mure. Guillaume, on va vous poser une dernière question. C'est quel est votre belvédère en Isère? Alors des belvédères, j'en aurais plein. Spontanément, je pense au dernier parce que je continue de découvrir mon territoire. C'est le lac de la Fraye. J'ai fait une promenade la semaine dernière, pour tout vous dire. Je suis parti de la prairie de la Rencontre qui vient d'être refaite et je vous engage à la redécouvrir. Et de la prairie de la Rencontre, vous pouvez aborder les berges du lac de la Fraye
vous diriger vers l'hôtel du Grand Lac et ainsi, non pas faire tout le tour parce que d'un côté il y a la route nationale donc ce n'est pas possible, mais de la berge opposée, vous pouvez marcher à plat, j'insiste, dans un environnement assez sauvage mais qui vous donnera un aperçu différent du lac de la Fraye et vous pouvez ainsi cheminer jusqu'à l'autre extrémité du lac et en arrivant dans la maison d'Olivier Messiaen. Vous arrivez à la station de voile de Cholonges qui célèbre cette année ses 40 ans et donc vous avez ainsi une promenade de plein pied, au frais, à l'ombre. Équipez-vous de bonnes chaussures, c'est parfois marécageux, mais les berges du lac ont été aménagées de façon à ce qu'on puisse marcher tranquillement en famille de la prairie jusqu'au belvédère d'Olivier Messiaen, belvédère encore un désormais. Et donc, je vous engage à faire cette promenade qui est très reposante et qui est très ventilée aussi. Si vous avez des difficultés à supporter la chaleur de l'agglomération, je vous invite à marcher autour du lac de la Fraye. Et autour du lac de la Fraye, vous avez Napoléon à une extrémité et Olivier Messiaen de l'autre pour les personnalités liées à ce lac. Belvédère avec Guillaume Benoît, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Annick Berlioz. Belvédère. Avec le concours de Véronique Granger à la prise de son. Le podcast du département de l'Isère. Le mixage est d'Émilie Vadel et la musique de Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, vous pouvez nous retrouver sur isère.fr ou sur toutes nos plateformes de podcasts préférées. À bientôt.